Salut, je suis Kylian Rivet et vous êtes bien sur Humanity, le podcast de Alien Media. Ici, on explore comment l'IA transforme nos vies, nos métiers et nos sociétés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux super invités. Le premier, c'est Pierre Gobil, un serial entrepreneur qui a passé plus de 17 ans aux États-Unis, qui vient de lancer une nouvelle boîte qui s'appelle ScoreJam, qui est basée sur l'IA. Et Grégory, qui est donc son CTO sur ScoreJam, mais qui est aussi un développeur qui a plus de 25 ans d'expérience. Rapidement, ScoreJam, c'est une plateforme qui te permet de créer des questionnaires personnalisés avec l'IA en moins de 10 minutes. Donc bref, je suis trop content d'avoir reçu ces deux super invités avec une expérience de dingue. Ils nous donnent tous les secrets, vraiment, ils ont rien gardé pour eux, donc c'était trop bien. J'espère que cet épisode vous plaira, moi je suis sûr qu'il va vous plaire. Je vous laisse avec celui-ci, à bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre, bonjour Grégory. Pierre, on se connaît un peu, Grégory, on se rencontre. Trop Exact. content de vous avoir ici pour parler d'intelligence artificielle. Vous qui travaillez là-dedans et qui le côtoyez en tout cas depuis un bon petit moment. Je pense que ça va être intéressant. Vous avez plein de choses à nous apprendre, plein de visions à nous apporter pour nous qui sommes encore que des débutants. Euh, en l'occurrence, il y a une question que je pose souvent au début parce que ça nous permet de mettre un peu de contexte, etc. J'aimerais savoir euh, déjà que vous puissiez vous présenter vos deux parcours et à quel moment est-ce que vous rencontrez l'intelligence artificielle, à quel moment ça devient un sujet dans vos vies. Que je commence, On Greg? commence, Pierre? Ouais, Super. vas-y. Bon, je vais pas faire mon parcours parce que c'est long et tout ça ennuie tout le monde, hein. Mais je suis entrepreneur essentiellement. J'ai monté 5 boîtes. ScoreJam, c'est la dernière. J'ai été investisseur pendant quelques années aussi avec un fonds d'investissement early stage. Et autre caractéristique, j'ai vécu 17 ans aux États-Unis, donc j'ai une caractéristique un peu plus américaine que franco-française. Mais essentiellement, entrepreneur dans la tech. On va faire ça comme ça. L'intelligence artificielle, c'est arrivé pour moi quand les gens ont commencé à en parler. C'est 2023, si je dis pas de bêtises, avec Chat 3.0. Ou si je dis une bêtise, vous me dites, mais c'était à peu près ça, en décembre, quand le truc est devenu un peu plus mainstream parce qu'on s'est aperçu que on arrivait à faire des choses avec. Donc j'étais pas plus éduqué que ça. Je connais la tech puisque c'est ce que je vis depuis très longtemps. Et donc j'ai pris la peine de m'éduquer en essayant des choses, en faisant des trucs. Mais donc moi, c'est arrivé comme tout le monde, on va dire. Greg? Ouais, bah moi non, c'est un peu plus ancien. Moi j'ai commencé, j'ai fait de la physique fondamentale, mécanique quantique. Et puis il fallait que je gagne ma vie, donc je me suis mis à faire de l'informatique. C'est ce qui marchait le mieux. À l'époque, en tout cas, on parlait plus trop de nucléaire et de quantique. Tu pouvais qu'être prof. Donc, ben, je suis rentré dans l'informatique, plutôt dans des boîtes pendant longtemps. Puis ensuite, j'ai créé une boîte en 2011 de développement à destination des agences de com. Parce qu'elles étaient très fortes en créativité, mais pas au top sur la partie tech. Ça s'est très bien passé. J'ai revendu en 2017, 2017, année importante pour Pierre et moi, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés, en tout cas pour moi. J'avais mis au point un CMS, et c'est là que j'ai rencontré l'AI. J'avais mis au point un CMS qui s'appelle Abe CMS, qui est encore open source, qui s'appuyait sur l'intelligence artificielle pour améliorer le SEO dynamiquement. Le SEO, c'est ce qui te permet de faire remonter dans les recherches Google ton site. Et j'avais gagné un appel d'offres avec Yahoo à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'est les vieux comme moi, Europe, pour justement améliorer le blog système qu'ils avaient avec cette technologie. Et on s'est rencontré avec Pierre à ce moment-là, et je l'ai rejoint enfin à San Francisco, parce qu'il avait un fonds, il a toujours un fonds, je pense, qui aidait, qui permettait d'investir dans les startups early stage, qui venaient d'Europe et qui souhaitaient s'étendre aux États-Unis. Pour moi, ça n'a pas super bien marché pour l'extension, et puis c'est vrai que j'avais déjà d'autres idées en tête, mais c'est là que je me suis mis à l'AI. Bah, à l'époque, on ne parlait pas d'AI, on parlait de NLP, Natural Language Processing, et les algos n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui. Et puis très rapidement, d'autres technos sont arrivés comme les CNN et les RNN. Mais bref, 2017, c'est vraiment à ce moment-là que je m'y mets à fond et que je vois qu'il y a un potentiel de malade. Je suis pas aussi certain que ça va exploser comme ça a explosé, mais je me dis qu'il va se passer des choses. Salut, petite pause dans votre épisode tout simplement pour vous dire que si vous aimez son contenu, vous avez juste à liker, commenter, partager et vous abonner pour en avoir plus tous les mois. C'est la meilleure manière de me soutenir. Donc vraiment merci et je vous laisse avec votre épisode, il est génial. À bientôt. Justement, moi ce qui vient après, ça va permettre d'aller plus en profondeur sur votre parcours,
c'est à quel point, du coup, à ce moment-là, quand vous comprenez le sujet qu'est l'intelligence artificielle, que ce soit plus ou moins tôt pour Grégory ou Pierre, ça transforme vos vies, ou en tout cas ça transforme votre vision du business, de l'entrepreneuriat, etc. Quelles conséquences ça a eu, cette entrée de l'intelligence artificielle dans vos vies? Pierre, tu Vas-y, peux y Greg, aller. j'ai commencé, je te laisse commencer. Euh, c'est gigantesque. C'est d'une profondeur. Je, je pense qu'on peut utiliser sereinement le mot abyssal parce que il va se passer des étapes encore, si tu veux. Et je suis pas sûr que le LLM ce soit l'ultime qui te permette d'arriver à l'intelligence généralisée. Je suis pas sûr. En même temps, j'ai pas la compétence nécessaire. Tu vois, je suis pas professeur ni chercheur. Mais par contre, ce que je vois, c'est que dans mon métier de développeur, c'est d'une profondeur sans fond. Et je te l'illustre. Quand l'AI a commencé à pénétrer le métier, t'avais énormément de personnes, de développeurs qui disaient ouais bon ça fait plein d'erreurs, c'est pas très fiable. Et puis ça te permettait juste de compléter tes petits mots. Tu sais, tu commençais à saisir ton début et puis ça te permettait d'aller plus vite. C'est sympa, mais enfin c'est pas. Aujourd'hui on n'en est plus là. Aujourd'hui on en est à mettre au point ce qu'on appelle des skills et des agents qui vont faire une partie de ton boulot, du boulot à ta place. Ça enlève pas vraiment la partie réflexion et conception. Franchement, je pense que les seniors aujourd'hui ont un avantage sur les juniors à utiliser l'AI, malgré ce qu'on pourrait croire. Mais, euh, mais quand même, ça te facilite la vie de manière incroyable. J'ai l'habitude de dire que maintenant je suis trois, tu vois. Parce que là, pendant qu'on se parle, ben, j'ai un agent qui tourne d'ailleurs. Donc, je pense que c'est ça ça impacte vraiment très profondément. Il y a eu deux impacts que j'ai connus dans ma vie après je me tais. Le premier, c'est Internet. Quand il est né, bah ouais, j'ai l'âge de ne pas avoir connu Internet. Ça a été une révélation. Je dormais plus la nuit. Ce que tu pouvais faire, hein, tu t'en rends pas compte aujourd'hui, Kylian, mais à l'époque, il n'y avait pas le net. Donc, entre universités, quand tu voulais envoyer des résultats, c'était un truc de malade. Même si le mail existait, c'était pas ouf. Eh ben, si tu veux, je sens la même rupture avec l'intelligence artificielle en plus profond encore, qui va avoir encore plus d'impact que quand le net est arrivé. Et du coup, toi, Pierre, sur la partie aussi entrepreneuriat et tout, et la vision de comment entreprendre, parce que en fait, maintenant, quand tu te lances et comment tu veux monter un business, faire de l'AI et l'intégrer, c'est même plus un sujet, c'est une obligation, quoi. Alors moi, ça n'a pas changé ma vie parce que la tech ne change pas ma vie. Ma vie, c'est autre chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a eu des ruptures. Moi, je suis dans la tech depuis très longtemps, comme Greg, on n'est pas tout jeune. Donc moi aussi, j'ai connu le monde sans Internet et ça a été pour moi aussi quelque chose d'assez structurant. J'ai toujours été très curieux de l'évolution de la technologie et je pense que là, on arrive effectivement avec les AI à quelque chose qui est, on va dire, une disruption très très majeure. Moi, je la compare à l'électricité. Donc tu vois, c'est assez puissant. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est très exponentiel, qu'on a vu venir très doucement. Donc au début, les AI, ça a été pendant très longtemps un truc qui était, on va dire, expérimental, qui marchouillait à peu près. Et Chat est arrivé il y a 2 ans avec un truc où les gens disent oula, ça commence à marcher. Et là, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que toutes les améliorations qu'on a pu voir en 2023, en 2024, en 2025 et début 2026 sont très significatives. Et que tout ce qu'on pouvait reprocher à ce qu'on avait, ce qui marchait pas trop en 2024, en 2023, aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. Il y a encore plein de trucs qui marchent pas super bien, mais la majorité des choses, c'est quand même totalement scotchant. Donc oui, ça a un impact gigantesque sur le monde du travail pour une raison très simple. C'est qu'en fait, pour moi, il y a deux typologies de gens qui travaillent. Il y a les gens qui réfléchissent et il y a les gens qui exécutent. Les gens qui exécutent, c'est les gens qui font des tâches. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de... Je pointe du doigt personne, hein. Mais les gens qui sont dans l'exécution, qui sont dans la tâche, ils sont extrêmement exposés à l'AI parce que sur l'exécution en tant que telle, l'AI est, de mon point de vue, dans beaucoup de cas, totalement imbattable. Donc ça va être un raz-de-marée pour lequel nous ne sommes pas préparés. Pour moi, c'est la première technologie pour laquelle l'homme n'ira pas assez vite quant à sa capacité d'adaptation. Et on va en payer les pots cassés. Ils seront essentiellement sociaux de mon point de vue. Mais c'est un raz-de-marée pour les gens qui font des boulots pour lesquels ce qu'ils font est tâche, orienté tâche, avec peu de valeur ajoutée. Ça, ces boulots-là, ils sont morts. Les boulots de réflexion, où il y a besoin de réfléchir, l'AI est un extraordinaire accélérateur.
C'est pas quelque chose qui va réfléchir à ta place. C'est quelque chose qui va te permettre, en fait, d'accélérer ta réflexion parce que tu vas pouvoir l'utiliser comme un sparring partner et tu vas aller beaucoup, beaucoup plus vite dans ta capacité à réfléchir. Mais par contre, les réponses, elles vont venir de toi. Léa, il va t'aider à les trouver plus vite, mais elle va pas les trouver à ta place. Voilà. Pour illustrer un peu et qu'on puisse s'imaginer comment l'intégrer concrètement dans notre manière de travailler, moi j'aimerais bien aussi que tu nous parles, tu as monté 5 boîtes, dont certaines qui datent d'il y a un petit moment où du coup l'AI n'était pas du tout un sujet. Tu as monté dernièrement ScoreJam, et après je vous lance sur ce que vous faites avec ScoreJam un petit peu, mais comment est-ce que tu peux aujourd'hui faire le parallèle entre la manière dont tu as monté ScoreJam avec beaucoup d'agents IA, etc. Tu m'en avais parlé un peu dans notre autre émission. Et les anciennes boîtes que tu as montées, quelles sont les différences? Quels sont les moments où tu as pu aller beaucoup plus vite? Les moments où tu as fait un peu attention, etc. C'est vrai pour moi et pour Greg, dans les deux domaines dans lesquels on est complémentaires. Bon, je vais parler pour moi. Quand on a réfléchi à ScrollJam au début, avec Greg, on avait une petite idée de ce qu'on voulait faire et on n'avait pas totalement creusé le sujet de l'AI comme on l'a creusé aujourd'hui. Et c'est en faisant qu'on est devenu forgeron. Donc, je pense qu'il y a un côté itératif intéressant à comprendre, c'est que plus on fait de trucs, plus on comprend les choses et plus on est capable de les exploiter au mieux, que ce soit tech pour Greg ou business pour moi, hein. Donc ça, c'est le premier truc. Donc on n'avait pas une idée très précise. On avait une idée du potentiel, de la puissance qui nous était donnée et de ce qu'on pouvait en faire, mais on n'avait pas une idée claire de l'outcome, très clairement, hein. Donc ça, c'est le premier truc. En quoi ça change? Ça change parce que, bon, d'abord, moi, j'ai beaucoup cogité sur ce qu'il faut faire pour monter une boîte, parce que j'en ai fait 4 avant et j'ai fait toutes les conneries du monde, donc je les ai notées sur un bout de papier. Et je m'étais dit, bah, je vais essayer de l'éviter. Et donc, en ayant des capacités de réflexion plus avancées que ce que j'avais avant, j'ai pu réfléchir mieux et plus vite sur ce qu'on faisait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu avec Greg qu'en fait, on pouvait jeter les choses de manière assez régulière et que ça n'avait pas beaucoup d'impact. Autrement dit, un truc très important, et vrai pour Greg au niveau du code, il le dira, et moi au niveau de ce que j'écrivais dans les prompts, on s'est aperçu que notre réflexion, c'était la pierre angulaire qui était un peu le point d'achoppement, mais qu'après l'exécution par rapport à ce qu'on avait réfléchi était très rapide. Et que donc si notre réflexion changeait, on pouvait tout à fait changer l'exécution, jeter ce qu'on avait fait et faire mieux. Et donc on a beaucoup jeté avec Greg, beaucoup jeté pour mieux faire. Donc ça c'est révolutionnaire, parce qu'avant quand tu crées une boîte, tu disais pas à quelqu'un qui développait un produit, bah, fais un truc cette semaine, et puis au fait, Greg, la semaine prochaine, on va faire un truc complètement différent, fous-toi à la poubelle. Parce que là, il t'aurait dit, mais t'es fou, quoi, on va perdre une semaine de travail. Là, Continue de le dire, hein. voilà, tu continues de le dire, mais on est capable d'aller beaucoup plus vite on est capable de jeter beaucoup aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est quand même assez dément parce que ça permet d'itérer sur la stratégie et sur l'exécution à la même vitesse. Et ça, c'est révolutionnaire. Greg, je te laisse prendre la parole. Non, je pourrais pas répondre précisément à ta question sur la création d'entreprise, etc. Par contre, j'ai deux remarques ou deux observations à faire sur l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut bien voir qu'au-delà du fait que ça accélère énormément ce qu'on fait, etc., ça change aussi la façon dont on bosse. En tout cas, dans le monde du développement, mais je pense que ce sera à peu près pareil partout. Il faut voir que l'homme s'est acharné depuis l'Antiquité à rendre tout le travail qu'il accomplit déterministe. Quand tu décides de faire un truc, tu souhaites avoir toujours le même résultat par rapport à ce que tu as commencé à faire. Et dans le monde du développement, c'est d'autant plus vrai parce que le code, c'est ça. Le code, t'essayes de voir tous les cas possibles et de rendre ça déterministe. Si en entrée, je mets 2 et 1, à la fin, j'ai 3. J'ai pas des fois 3,1, des fois j'ai 0. L'intelligence artificielle, elle n'est pas déterministe. Tu ne sais pas quel résultat tu vas avoir au final. Tu peux appeler ça de l'hallucination, mais en fait, tu ne peux halluciner qu'à partir. Enfin, tu peux percevoir une hallucination qu'à partir du moment où tu t'attendais à un résultat et que tu dis c'est pas celui que j'attendais. Donc, il faut apprendre à bosser avec une AI non déterministe dans un monde déterministe. Pour nous, les développeurs, c'est une révolution. Et je pense que c'est ce qui a fait, c'est ce qui fait encore qu'il y a tant de gens qui freinent, tu vois, parce qu'ils disent, mais attends, moi, ce que je veux, c'est être sûr du résultat. Et là, je suis pas sûr du résultat. Donc, on a développé, pas une théorie, mais en tout cas, la façon dont on aborde l'AI avec Pierre et dans le cadre de ce projet, c'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle sous contrainte. Plus tu contrains ton AI,
plus tu vas obtenir des résultats que tu peux considérer comme déterministes. Évidemment, tu auras des erreurs, mais je veux dire, quand tu codes, tu fais de toute façon toujours des erreurs. Mais on est parvenu, dans le cadre de ce projet, à limiter incroyablement les erreurs. Vraiment, on peut considérer qu'aujourd'hui, on a un dev classique qui s'appuie sur de l'AI, AI sous contrainte. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut arriver à percevoir et comprendre. Il faut accepter le fait que l'AI soit pas déterministe pour mieux s'en servir. Et pour les gens Ça, qui nous écoutent, comment est-ce que tu places justement ce niveau de contrainte-là pour, par exemple, des gens qui essaieraient de coder avec l'IA, etc. alors, coder ou autre chose, hein, parce que ce que je dis là, pour moi, est vrai aussi. Tu vois, j'ai une fille qui fait de la com et du marketing, c'est la même chose. Elle met son AI sous contrainte. Et comment ça marche? Tu pouvais pas trop le faire il y a 2 ans, parce que les contextes, tu sais, ce que tu passes à ton AI, c'était trop court. Donc franchement, tu pouvais pas trop la contraindre. Aujourd'hui, tu peux presque écrire des bouquins en entrée. Tu vois, c'était ce matin ou hier que Anthropic, il te permet d'avoir 1 million de tokens en entrée, ce qui est gigantesque, hein, ça représente des milliers de mots, même des dizaines de milliers de mots. En entrée, donc la contrainte, c'est quoi? Tu vas expliquer exactement ce que tu veux, tu vas lui imposer une sortie précise, et là, tu te retrouves avec des résultats qui sont beaucoup plus fiables. Mais tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises ton domaine. Ça veut dire qu'il faut que tu saches exactement ce que tu attends de ton AI. Donc moi, je pense que faut pas croire, l'AI t'accélère énormément, mais prends le temps de te faire accélérer. Et prends le temps de réfléchir en amont pour qu'en aval, tu sois pas déçu par le résultat. Le nombre de personnes que j'entends me dire, putain, mais l'AI, c'est de la merde parce que ça m'a pas donné le résultat, ben, j'ai tendance à leur dire, ben, tes questions étaient aussi de la merde. Parce que t'as pas réussi à exprimer ce que tu en attendais. Et donc, vraiment, je pense que le secret d'une bonne pratique de l'AI, c'est le contexte, c'est la réflexion en amont. Poser les bonnes questions. Habile transition pour te parler de ScoreJam, parce que ScoreJam, c'est justement, il t'aide à poser les bonnes questions. Magnifique, magnifique. Une dernière chose avant de parler de Score Jam, il y a une phrase que j'ai vue qui semblerait être de toi, Pierre. Tu disais: «Ce qu'il sait, je sais pas, et ce que je sais, il sait pas», en parlant de votre association. Mhm. On parle souvent maintenant, enfin même quasiment tout le temps quand on parle d'entrepreneuriat et surtout de tech, de l'association entre le CEO et le CTO, ce qui est votre cas aujourd'hui, même si vous m'avez dit avec raison que vous êtes tous les deux aux manettes, au même titre. Euh, Moi, j'aimerais savoir comment, à l'ère de l'AI, se passe cette relation entre bah, toi, Pierre et Grégory. Comment est-ce que vous définissez vos tâches? Et surtout, il y a une vraie question aujourd'hui, avec beaucoup qui sont là à dire, en fait, ça sert plus à rien d'avoir un CTO. Et je pense sincèrement que tu vas pouvoir nous apporter des éléments sur le fait que c'est quand même important, dans une certaine mesure. Donc, j'aimerais un peu Bah, je savoir pense comment que ça se passe entre vous deux. ça dépend ce que tu fais. Quand les gens disent il n'y a pas besoin de CTO, c'est qu'ils font pas de choses très sérieuses, très honnêtement. Parce que si tu dis, OK, je vais faire du vibe coding sur Lovable et je vais faire une application, bon, c'est génial, tu peux faire un truc, mais c'est pas industriel, c'est pas sérieux. Enfin, quand tu ne connais pas précisément l'environnement technique dans lequel tu évolues, tu es assujetti à faire plein d'erreurs. Donc, les gens qui ont une compétence technique ont toujours un métier. Ça, c'est le premier point. Euh, ce qu'on découvre, en tout cas moi ce que j'ai découvert, c'est que toute ma vie, je n'ai jamais contribué techniquement à écrire un produit, puisque je ne suis pas codeur. Et pour la première fois, je contribue au produit. C'est-à-dire que Greg fait des choses que je ne sais pas faire, mais je fais des prompts dans ScoreJam, si tu veux, qui sont des choses, on va dire, d'une logique rationnelle que je peux comprendre où il n'y a pas de code, mais que je suis obligé d'écrire. Donc je contribue au produit. C'est la première fois où, eh ben, dans le produit, il faut que je fasse des choses, sinon le produit n'avance pas non plus. Mais ne pas avoir derrière cette capacité à interroger les AI, un environnement technique, une structure technique qui permet de la contraindre, comme a dit Greg, qui permet d'avoir un système industriel où tu peux faire du scale quand tu as besoin, etc. C'est une folie, quoi. Tu peux pas, enfin, tu peux faire des choses, mais ça sera des choses, on va dire, entre guillemets, superficielles. Alors oui, tu peux faire plein de trucs avec du bytecoding, mais pas des trucs comme nous on fait aujourd'hui. Impossible. Et toi, Greg, sur Et je l'utilité. dirais pas tout à fait la même chose, tu vois. Je suis pas d'accord avec toi, Pierre. Je pense que, en fait, c'est pas tellement par rapport, tu sais, CTO, CEO, etc. C'est aussi une attitude. Euh, L'avantage que j'ai, moi, en fait, je commence à être un peu ancien, tu vois. L'expérience, elle est là. Donc, on a fait plein d'erreurs. Je te dirais que l'avantage qu'on a en tant que CTO, c'est que on a merdé tellement plus que celui qui débute.
Donc, vibe codé, aujourd'hui, franchement, tu arrives à faire des trucs vraiment puissants. Elle est où la limite? Euh, je pense qu'elle sera repoussée dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, ce que je te dis là, tu vois, a une date de péremption comme le yaourt. Mais je pense qu'aujourd'hui, la limite, elle est dans jusqu'à ce que tu commences à avoir pas mal de clients, tu vois, que ça commence à marcher. Ben, tu vas voir que tu as des trous de sécurité, tu vas voir que tu as des problématiques pour arriver à croître, à ce que ton système croisse. Et tu peux poser les bonnes questions à l'AI, elle saura te répondre, elle saura te conseiller. N'empêche qu'aujourd'hui, faire du DevOps, c'est-à-dire installer des serveurs, c'est toujours plus facile, hein. Alors, en un clic, tu arrives à déployer sur du AWS ou autre. Mais n'empêche que t'as pas cette vision globale que quelqu'un qui a l'expérience de la tech appelle le CTO ou un bon pote qui a fait du dev depuis qu'il a 15 ans, il en a 23 et il a déjà une bonne vision. C'est quand même important. C'est pas parce que tu as de l'AI devant que derrière t'as pas encore des complexités en dev. Et puis je vais te dire un truc. Aujourd'hui, Pierre il dit il participe au produit. Moi je dis Pierre c'est le produit parce que ce qu'on a réussi à faire et je pense que c'est valable pour tous les métiers, c'est les experts vont pas disparaître. Par contre, je pense qu'on arrive à enfermer, c'est un petit peu comme le génie, tu sais, dans sa lampe, on arrive à enfermer ton expertise dans un logiciel. Et Pierre, en fait, c'est toute son expertise qu'il a pu mettre sous forme de prompt, sous forme d'explication. Alors, il a fallu que je lui fasse un système qui lui permette de le faire, de s'exprimer tranquillement sans moi, parce que je suis toujours le plus lent, hein, le dev, c'est toujours le mec le plus lent. Mais n'empêche que c'est toute son expertise qu'il a mise dans la plateforme. Vous savez qu'il a écrit un bouquin, 34 éléments, franchement, lisez-le. Mais c'est ça qui met. Et je pense que ce qu'on va permettre aux gens de faire, c'est de mettre un peu de leur expertise, ou même peut-être beaucoup de leur expertise, pour la mettre à disposition via des systèmes automatisés de leurs clients ou de leurs prospects qu'ils n'ont jamais réussi à conquérir. Donc pour moi, CTO indispensable, non, mais un mec qui a une bonne expérience, tu vois, qui a déjà fait un peu de code et qui voit, il y aura toujours un intérêt à l'avoir. Pour toi, Grégory, la proportion de... C'est peut-être dur à évaluer, mais la proportion de à quel point le Score Jam a été codé avec l'IA, tu dirais que ça a été 90, 90? 90%. Ouais, mais par contre, préparation, tu vois, en fait, c'est là où, pour reprendre ce que disait Pierre, on a des cycles de feedback qui sont incroyablement plus rapides. Donc, on commence avec une idée, et moi, je commence avec une conception. Tu sais, le CTO, c'est un peu un architecte, c'est le mec qui fait à la maison. Donc, je me suis gouré au début, je l'ai fait des fondations trop grosses, c'est pas ce qu'il nous fallait. Ensuite, on s'est dit qu'on allait faire un plein pied, mais finalement, on s'est retrouvé avec un étage. Et le gros avantage d'utiliser l'AI, c'est que tu vas exprimer ton besoin. Tu verrais les dossiers. Enfin, j'ai écrit des milliers de lignes, tu vois, pour contraindre mon AI, pour lui expliquer ce que je voulais. Donc, 90% du code a été fait par une AI, 10% de l'infra a été pensé par une AI. Tu vois, donc comment on le fait, qu'est-ce qu'on veut, comment on va imaginer le système, ben, ça reste encore pas mal humain, même si j'ai vachement conversé avec l'AI, tu vois, donc beaucoup d'échanges. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt de l'assistance. Il m'a assisté à la réflexion, mais c'est vraiment, je prétends que aujourd'hui Score Jam, il a été mis au point sur le plan tech, hein, par un être humain, mais par contre, le développement, l'exécution, comme le disait Pierre, c'est 90% par une machine. Et j'ai pas que ça à foutre d'écrire des if, des then et des else, tu vois, je m'en fous, en fait. C'est plus très intéressant aujourd'hui. Il faut avoir les best practices, les bonnes pratiques, et tous enfin, il y a plein de méthodes pour écrire du bon code, mais les bouquins sont là. Donc, l'AI sait aussi bien que moi quelle méthode appliquer. Donc voilà, beaucoup de temps à contraindre mon AI pour faire ce que je voulais faire, à faire de la conception avec pas mal d'échanges, mais le code, c'est 90%. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'un vibe codeur soigneux et qui a peut-être été confronté à des problématiques déjà, tu vois, il peut faire des trucs assez intéressants aujourd'hui. Alors moi, j'ai essayé de vibe coder tout seul et ça a été une cata. J'ai fait un truc, je t'ai montré le code, tu m'as Ça dit: n'a «Il faut pas été que je une code». cata, Pierre, t'es allé loin. Moi, je suis allé loin, mais c'était pas du tout, exploitable. Tu m'as dit: «Il faut tout jeter quasiment et tout refaire». Ouais, Maintenant, mais l'idée était là. mais le code était fait. Mais je pouvais pas comprendre ce qu'il fallait faire pour l'améliorer. Par contre, ce qui est important de comprendre, et c'est tout le sujet de l'AI, c'est que plus ton input est de qualité, plus ton output est de qualité. Donc quand Greg dit 90% du code a été fait par de l'AI, ouais, absolument.
mais parce que l'input de Greg était de bonne qualité ou de très grande qualité, le code qui est sorti est totalement exploitable. Donc, si tu veux, c'est ça qui est important. Parce que si moi je dis à l'AI, fais-moi tel type de code, il va me faire un truc qui sera moins bien que celui de Greg, évidemment. Et donc, c'est important aussi de bien comprendre que ce qui compte aujourd'hui, c'est plus d'écrire des lignes de code, c'est de lui dire comment les écrire. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est exactement ça, ouais. Simplement pour indication, mais là, j'imagine que ça change tout le temps. Donc, à date du 18 février de ce mois-ci, vous utilisez un peu quoi? Vous recommanderiez quoi comme modèle, comme outil de ce que vous avez utilisé? Bah, alors je commence, et Pierre, je te laisserai finir. Moi, je suis passé et je suis ruiné. Je suis ruiné depuis 2 semaines. Je suis passé à Opus 4.6, Claude, évidemment, euh, principalement. 98% de peut-être 90% du boulot est fait avec. Auparavant, j'utilisais Sonnet 4.5. Là, 4.6 est sorti depuis hier, donc je vais passer 4.6. Ça coûte une blinde, mais au niveau du code, j'ai pas trouvé mieux. Vraiment pas. Alors, c'est vrai que il s'en rapproche un peu, OpenAI, tu vois, mais il s'en rapproche. Donc, je vais pas en changer parce qu'il s'en rapproche. Je reste sur Opus 4.6 qui, pour moi, est supérieur en tout. Il m'aide à la réflexion, je l'utilise et même sur le code, je le trouve supérieur. Après, tu vois, ça se discute. C'est un peu comme le vin, tu vois. Tu préfères le vin blanc ou le vin rouge. Entre développeurs, on se challenge un peu, mais bon, globalement, je pense que Claude, c'est le plus utilisé dans le monde du dev. T'as Cursor aussi. Alors, j'utilise Cursor, moi, qui a un IDE, pour ceux qui connaissent pas. Donc là, je parle plutôt aux développeurs. Visual Studio Code, c'est marrant, Microsoft, ils sont venus en force, les mecs, depuis 10 ans. Mais Visual Studio Code, c'est un outil open source pour développer, mis au point par Microsoft. Et puis, tu as une startup, Cursor en l'occurrence, qui a, sur cette base, que on est très très nombreux à utiliser pour coder, a rajouté ces fonctionnalités de modèles et d'agents. Ils ont une surcouche qui est intéressante parce qu'elle te permet d'orchestrer les appels, d'améliorer un peu. Ils ont des sub-agents maintenant, etc. Donc ouais, j'utilise Cursor à fond et je suis ravi. Il faut savoir que depuis quelques temps, et ça va arriver, ça arrive, il y a eu un buzz de ouf en dehors du dev sur CloudBot. Euh, euh, il faut savoir qu'on est capable maintenant de créer des skills et des agents quand tu codes. Et là aussi, tu vois, ça nous démultiplie les compétences. Je pense que c'est ce qui va se passer pour tous les autres métiers. Ça arrive déjà, mais nous, vraiment, c'est un usage au quotidien. J'ai des skills, enfin, il faudrait que je te montre la librairie que j'ai. C'est un truc de fou, quoi. Donc, ouais, j'utilise ça et j'en suis pour l'instant ravi. Ça me coûte une blinde, Kylian. Ça me coûte plus qu'un salarié par mois. J'imagine, mais c'est. Mais je les fais tourner en permanence et ils sont plusieurs et ça marche bien. Ça marche bien. Mais donc, enfin, si tu payes autant, c'est quand même le ROI derrière pour toi, il est puissant, quoi. Et Ouais. il n'y a même pas à réfléchir. Jamais je reviens en arrière. Tu sais quoi? Quand Internet est apparu, 1 an plus tard, tu disais, s'il meurt, qu'est-ce que je fais? Je suis paumé. Là, tu m'enlèves l'AI, mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas retourner faire mes ifs. Je n'ai plus envie. Je suis Non, pareil. non, Je c'est suis comme toi. terminé. Toi, Bah ouais. sur ton métier, plus toi en perso, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais aussi d'ailleurs avec les AI aujourd'hui, en plus du Moi, iPod? perso? Pierre, pardon. Ah Moi, ouais, parce que moi. moi, je fais la partie, on va dire, logique business dans le produit. Donc, en fait, j'utilise aussi Claude. Alors, il y a plein de débats là-dessus. Est-ce que Claude, c'est mieux que machin, etc. C'est pas tellement le sujet. Moi, ça me correspond assez bien dans ma façon de raisonner. Et j'ai surtout créé un projet dans Claude dans lequel il y a, comme le disait Greg, beaucoup de contexte, où il connaît toute la logique du produit, toute ma logique à moi, tout mon raisonnement. Et quand je lui pose une question, comme il comprend le contexte, j'ai souvent la bonne réponse. Et quand je veux modifier quelque chose, comme tout est stocké dedans, bah, la modification, elle est immédiate. Donc moi, j'utilise ça pour travailler, mais surtout, j'utilise l'outil que m'a développé Greg, qui est un outil qui me permet à moi, en tout cas, de construire la logique que je veux construire dans ScoreJam et de concaténer mes prompts, mes recherches, mes machins, mes trucs dans le logiciel ScoreJam qui ensuite exécute de manière contrainte ce que j'ai fait. Donc il y a toute une logique, si tu veux, où moi je crée des trucs, je les mets dans un logiciel qu'a créé Greg, et ce logiciel exécute une certaine logique qui peut être pour souvent assez complexe.
Pour continuer, je pense que ça fait un petit temps qu'on parle de Score Jam et les gens peut-être se demanderont, j'en aurais parlé un peu en intro, mais pour aller plus loin, est-ce que Pierre, potentiellement, tu peux nous dire en fait ce qu'est Score Jam, qu'est-ce que ça répond comme besoin, et ensuite je laisserai la parole à Grégory sur la partie un peu plus technique, comment vous l'avez construit, mais Rapidement, c'est un outil de diagnostic qui a pour objet d'aider les gens à avoir un feedback exploitable. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un monde très complexe et que les seuls qui vont pouvoir s'en sortir, c'est ceux qui vont s'adapter très vite. Et s'adapter, ça veut dire se poser les bonnes questions pour comprendre en temps réel ce qui est en train de se passer. Bon. Le problème qu'on a aujourd'hui, quand on veut essayer de comprendre un marché, un client, un employé, un client, un prospect, ce que tu veux, c'est que on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on ne sait pas poser les bonnes questions. Une fois qu'on a les questions en tête, on ne sait pas faire vraiment participer les gens parce que pour eux, il n'y a pas d'enjeu, donc en fait, ils se disent je vais répondre rapidement un peu n'importe quoi. Et une fois qu'on a des réponses, on ne sait pas les exploiter. Qui s'est retrouvé avec des tableurs avec 10 000 lignes en se disant qu'est-ce que j'en fais? Et donc, ce que résout Score Jam, c'est de dire on vous aide à structurer au travers d'un diagnostic qu'on crée de manière automatique les questions que vous devriez poser en fonction du sujet que vous avez en tête. 2, on a un système qui incite les gens à participer parce qu'ils en tirent une valeur. Et 3, on est capable de comprendre at scale toutes les réponses et de tirer notamment des signaux faibles qui permettent d'avoir des décisions éclairées. C'est ça qu'on fait avec Score Jam aujourd'hui. Alors, tout n'est pas encore prêt parce qu'on est en train de développer le produit, mais l'idée c'est ça, c'est de dire, j'ai une question sur un marché, un client, ce que tu veux, je crée un diagnostic interactif et j'ai une décision éclairée à la fin de tout ça très rapidement. Et tout ça de manière totalement automatique. sur la partie où comment est-ce que vous l'avez conçu, comment est-ce que vous l'avez imaginé peut-être Grégory? Mm. Bah, j'ai triché. Tu sais, on dit souvent, il y a plein de gens qui disent ouais, mais l'AI, c'est un perroquet stochastique. Ça répète, c'est incapable de créer. Non, ça crée comme nous. Et pour t'illustrer le cas, je ne sais pas si tu connais N8N ou N8N, qui est un outil qui te permet d'orchestrer. J'espère, enfin, je pense que tu connais. Bah, en fait, j'ai mis au point un équivalent, tu vois, d'orchestrateur pour que Pierre puisse justement exprimer toute son expertise et qu'il soit pas bloqué. Donc, imagine un peu ce système-là, mais orienté plutôt vraiment création de prompts et ça t'aide à les simuler. Enfin bref, c'est très très orienté AI plus que N8N. Et donc à partir de là, ça nous a permis de construire le logiciel lui-même qui n'utilise pas du tout cette vision-là. Cette vision, c'est vraiment pour mettre au point l'intelligence, l'expertise de ScoreJam. Sur la partie purement texte, il y a des techs qui écoutent, c'est du pure Next, et on fait du Firestore, Firebase, donc vraiment pour aller vite, tu vois, l'idée d'aller vite. Et puis quand tu utilises des technos très connus, l'AI est encore plus puissante que sur des trucs un peu moins trendy. Donc voilà, copier, inspiré, je suis une AI en fait. Et puis j'ai recraché ce qu'il fallait pour que Pierre puisse s'exprimer le plus librement possible, qu'il puisse tester, parce que il te le dit pas, mais on aurait dû l'appeler Pierre.ai le truc. C'est toute son expertise, il y a des feedbacks sans cesse, il a des idées, il faut qu'il puisse challenger presque au quotidien. Et aujourd'hui, je suis encore un frein. Donc l'idée, c'est de lui mettre à disposition un outil qui lui permette de faire ces réglages-là. Et très franchement, ce que je trouve génial avec ce qu'on a fait, bon, c'est pas vraiment ce qu'on a fait, c'est l'idée qu'on a où on se dit, en fait, l'être humain, l'énorme plus-value qu'il a sur l'AI, c'est son expertise. Comment on fait pour qu'on puisse exposer son expertise et automatiser son expertise? Je te prends un exemple, euh, nutritionniste. Bon, bah, tu as une limite humaine, tu peux pas recevoir plus de 15 personnes par jour, j'en sais rien, je suis pas nutritionniste. Bah, imagine que tu arrives à donner toute ta connaissance à un système, toutes tes méthodes, parce que chaque nutritionniste est différent, tu vois, toutes tes méthodes et toutes tes pensées, et que tu puisses le mettre à disposition sur le net. Et ben, ScoreJam, c'est ça. Mais pour comprendre le côté N8N et contextuel, que les gens comprennent bien, ça se passe comme ça en fait. L'AI ne fonctionne bien que si tu lui donnes du bon contexte. Or, le contexte, il est imbriqué.
Je m'explique. C'est-à-dire que tu commences en disant, tiens, j'aimerais bien avoir tel contexte. Donc, on a des systèmes qui vont permettre de créer ce contexte. Et après, on lui dit, à partir de ce contexte-là, voilà ce que j'aimerais que tu fasses dans tel type de contrainte. Et là, tu crées un autre type de contexte. Et si tu fais ça sur 10 implications, donc dedans, tu as fait passer peut-être une trentaine de prompts, mais si tu veux, le contexte qui est créé enfin, qui va donner la bonne réponse, il émane de toutes ces successions de choses qu'on a faites. Donc si j'ai pas un outil comme celui qu'a avec Greg, je suis incapable de le simuler. Parce que je me retrouve avec un tas d'implications dans tous les sens qui fait que je sais plus si mon truc il marche ou il marche pas. Donc on avait l'obligation de se dire, OK, il y a il y a des niveaux de contexte qui vont avoir un impact sur les contextes qu'on va créer. Donc il faut un outil. Et c'est à ça que ça sert. Et donc Score Jam, les gens regardent ça en disant, oh ouais, c'est super, ça fait des questions. Mais si les gens regardaient ce qu'il y a derrière, ils se rendraient même pas compte de ce que c'est. C'est-à-dire que pour arriver à une question, on a imbriqué peut-être une trentaine de prompts avec des contextes contraints les uns à côté des autres. C'est un truc assez complexe finalement. Parce qu'on aide, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, il faut faire résonner l'AI dans la contrainte logique qu'on s'est fixée. Et si on est capable de faire ça, on en tire une puissance extraordinaire. Mais si tu fais résonner l'AI sans contrainte, ça fait n'importe quoi. Mais et du coup, ça me fait une petite transition. Pour se placer du côté du client, tu vois, et voir un peu comment ça peut être, il y a un scoring algorithmique qui se passe, ok? Il est transparent, de ce que j'ai compris. Comment est-ce que, en tant que personne qui va répondre à un questionnaire ou qui va voir en tout cas ce scoring-là, on peut se dire, ok, c'est de l'IA, mais c'est vraiment pertinent pour moi et lui faire confiance, tu vois. Comment est-ce que vous avez construit la chose pour que ce soit vraiment intéressant pour un humain derrière? Mais j'imagine que c'est un peu ce que tu disais, mais... Je pense qu'il y a 4 niveaux. Premier niveau, c'est est-ce que les questions qu'on pose sont les bonnes? Généralement, quand tu vois le questionnaire, tu te dis, ah ouais, c'est quand même des bonnes questions. Il y en a même auxquelles je n'avais pas pensé. Même nous, on est épatés avec Greg chaque fois qu'on fait un Mais questionnaire. Kylian, ça me tue, je te c'est jure. dément. Tessera, c'est incroyable. Nous-mêmes, tu vois, c'est ça qui est du fun, c'est que nous-mêmes, au fur et à mesure qu'on arrivait à le contraindre et à obtenir les résultats qu'on voulait, on se disait, mais d'où il sort cette question? Comment il peut connaître à ce moment-là? Et utilise un site ou une société que tu connais très très bien, tu vas voir, tu te dis, il y a un petit côté magique derrière quand même. C'est parce qu'il y a Pierre derrière, parce qu'il sait exactement quelles questions il faut poser, comment il faut enchaîner les questions. Mine de rien, tu vois, en 5 minutes, je pense que ça prend à peu près 5 minutes, la création d'un questionnaire. En 5 minutes, ça correspond à peu près une semaine d'interview, où on te fait un audit dans ta boîte et on finit par comprendre qui t'es, juste parce que tu as filé l'URL de ton site. Donc imagine quand dans les prochaines versions, tu vas pouvoir uploader tes documents et on va pouvoir accéder à d'autres informations. Mais là, déjà, aujourd'hui, c'est dingue. Donc, tu as le site, tu as les documents et tu as aussi ce que tu peux dire. On a des open questions dans le système où tu peux écrire des choses qui te sont très particulières, que l'AI prend en compte de manière incroyable. Donc, si tu veux, pour moi, c'est le premier truc qui fait que les gens vont dire c'est bien ou pas bien, c'est est-ce que les questions sont bonnes? Première chose. Deuxième chose, on crée des recommandations. C'est-à-dire qu'on veut que les participants aient de la valeur. Et donc, en fonction du scoring des participants, on va leur dire, voilà les recommandations qu'on te fait. Évidemment, on a écrit des codes du prompt, du machin, etc. Évidemment, c'est généré par de l'AI. Mais là aussi, c'est très précis, très convaincant. Ça peut être modifié, bien évidemment, mais c'est déjà très convaincant. Donc déjà, si tu dis, les questions sont bonnes, les recommandations sont bonnes, tu commences à te dire, c'est pas mal. Et derrière, on est en train de finir, en ce moment, la partie analytics qui va analyser toutes les participations et de sortir des choses qu'on a commencé à voir avec Greg qui sont assez incroyables aussi. Et donc avec ça, tu te dis, ok, c'est bon, ça marche. Le scoring, finalement, tu t'en fous. C'est un truc on voulait l'exposer, puis on s'est dit qu'on le ferait pas, parce que ça complexifie la compréhension des gens. Et si juste en jouant, tu te dis, c'est ce que je voulais, c'est pas la peine de comprendre comment on score. Parce que d'abord, c'est compliqué, et puis ça sert à rien de complexifier la chose. Je pense que ce qu'on a appris en faisant de l'AI, c'est que avant, on faisait participer les gens énormément à plein de choses qu'on voulait faire. Maintenant, on a juste à leur demander une URL. Et en fait, on cache tout un tas de trucs qu'on fait de manière automatique parce que ça sert à rien de montrer la complexité de ce qu'on fait. Ce que les gens veulent, c'est un résultat. C'est un outcome qui leur convienne. Et on ne montre que ça aujourd'hui. Voilà.
Donc je pense que c'est ça qui va les convaincre. Sur, notamment dans la dernière réponse de Grégory, moi je trouve qu'il y a un truc qui est frappant dans vos deux discours. C'est à quel point vous avez l'humilité de vous rendre compte à quel point l'IA vous a aidé, pardon. Euh, et je pense que c'est un truc qui peut être difficile pour certaines personnes comme vous, parce que vous avez énormément d'expérience et que vous avez aussi l'expérience d'autres entreprises qui ont bien marché. Moi, j'ai une question un peu perso, ça serait de vous demander, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un prérequis d'avoir cette humilité, cette approche humble vis-à-vis de l'IA pour un chef d'entreprise, pour quelqu'un qui a envie d'essayer de lancer un projet, pour que ça marche vraiment et vraiment s'immerger? Moi, j'ai pas d'humilité, hein. Moi, je vois le truc comme une bombe atomique, je l'utilise, hein. Ça me fait réfléchir plus vite, je suis moins con que j'étais hier, aujourd'hui, bah tant mieux, hein. Je pense que tu vois que je fais l'analogie en disant il y a des gens qui disent ah ils utilisent de l'AI pour faire ça, quel idiot machin. Mais non, mais quel génie. On a un outil extraordinaire qui permet d'aller beaucoup plus vite, bah utilisez-le. Moi, j'utilise ça, j'ai pas d'ego par rapport à ça, tu vois, je me dis bah c'est un outil qui nous est donné qui accélère énormément ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on n'aurait jamais fait à deux ce qu'on a fait aujourd'hui. Il nous aurait fallu, je pense, Greg, des années de développement pour faire ce qu'on a fait. Ouais, c'est clair. Vraiment des années. Donc, nous, on n'a aucune humilité par rapport à ça. On a un outil, on l'utilise à fond et on trouve ça génial, quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça, hein. Moi, je te rejoins, Kylian. Je pense qu'en fait, quand tu regardes un peu les camps, parce que franchement, comme d'habitude, hein, tu as un truc qui arrive, tu as les gens contre, les gens pour. Au début d'Internet, le nombre de débiles qui disaient que ça servirait à rien, et que à part montrer des photos de cul, parce que le cul marchait très bien à l'époque, déjà. Euh, le, je pense qu'il faut reconnaître que non, non, attends, c'est pas parce que j'ai 40 ans d'expérience ou que je suis allé à l'école pendant 5 ans que j'ai appris le marketing que je pense que j'ai tout compris que il faut, enfin, si tu veux, il faut avoir cette humilité. C'est pour ça que je te rejoins, Kylian, de dire, OK, mais en fait, je n'ai pas ce niveau de connaissance qu'a l'AI. On peut dire ce qu'on veut sur l'AI, même les mecs qui sont contre, elle a quand même absorbé l'intégralité de la connaissance humaine. More or less, tu vois. Donc, déjà, rien que ça, même si elle te ressort et que c'est un perroquet stochastique, déjà, elle te mange. Donc, à partir du moment où tu sais ça, ben, dis-toi aussi que, et on ne sait pas trop pourquoi, elle a réussi à acquérir une compréhension de notre univers ou de notre monde euh, qui est un petit peu supérieure à je suis un perroquet stochastique. On ne sait pas trop pourquoi, mais à partir d'un certain nombre de samples, d'échantillons, elle arrive à comprendre ce qu'est un chat. Les 10 premiers, quand tu lui demandes, tu prends 10 images de chat, eh ben, tu lui demandes un chat, elle te donne l'une des 10 exactement. Pareil jusqu'à 100. Puis à partir d'un certain moment, elle commence à comprendre ce qu'est un chat. Faut bien se dire que oui, l'AI, elle va peut-être pas nous remplacer, j'en sais rien. Une fois de plus, je suis pas chercheur, mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que elle me surclasse dans bien des domaines et elle m'assiste énormément. Donc, faut avoir cette humilité de dire, OK, peut-être qu'il y a des choses que je sais mieux qu'elle, que je ferais mieux qu'elle, mais punaise, qu'est-ce que ça m'accélère. Mais je sais pas ce que t'en penses, Kylian, mais dans tous les domaines aujourd'hui, il y a un intérêt. Plus c'est intellectuel, en plus il y a un intérêt. Je crois qu'il n'y a plus aucun métier qui ne pourrait pas, ou personne, il n'y a aucune personne qui ne pourrait pas profiter de l'AI. Et complètement, je suis complètement d'accord. Et de toute façon, moi, c'est pas la première fois que je le dis aussi. Là, aujourd'hui, je suis tout seul et c'est mon deuxième média. Si j'avais pas les AI, je serais mais foutu. Ça serait impossible. Et ça me permet d'avancer vite et de pouvoir justement ce côté créatif que j'ai toujours eu, plutôt le mettre dans les bonnes choses. C'est-à-dire les idées de contenu, la forme, le visuel, etc. Chose que, bah, avant, j'aurais passé une plombe à faire si j'avais dû trouver les infos, me renseigner surtout avant. Donc, aujourd'hui, j'ai un super combo avec l'IA et j'ai aucun problème à me dire que, au début, j'avais un peu cet ego sur notamment la création des questions, de me dire, en fait, si je fais les questions avec l'IA, elles vont être pourries, c'est pas possible, elles peuvent pas être créatives comme moi. La vérité, c'est que à partir du moment où j'ai donné le bon contexte, on y revient toujours, et où j'ai exprimé vraiment très clairement ce que je souhaitais ressortir de mes émissions, et bah en fait ça me fait des émissions sur mesure et ça m'empêche pas en plein milieu de Au l'émission contraire. d'improviser. Et comme je le fais avec vous, je pense que j'ai dû poser la moitié des questions que j'avais écrites et même pas, parce que justement je suis dans l'instant présent et je sais que j'ai pas besoin de me soucier du reste. Bref,
Petite digression, on parle de moi, mais la vérité, c'est que je suis très d'accord avec toi. Et j'aurais pas. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que j'aurais perdu énormément de temps si j'étais resté bloqué sur cet ego à ce moment-là. Euh, j'ai une dernière petite question sur Score Jam. Euh, Ça rejoint un peu ce que tu me disais, Pierre, la dernière fois. J'ai senti qu'il y avait vraiment cette volonté de aussi lancer assez rapidement pour pouvoir avoir plein de retours et vous permettre de, au fur et à mesure, adapter. Depuis le moment où vous faites des tests, j'aimerais savoir s'il y a un retour, une expérience qui vous a surpris, auquel vous vous attendiez pas du tout et qui était lié avec l'IA. Des choses qui m'ont surprise, qui étaient liées avec l'IA qu'on n'avait pas anticipé. Un feedback que vous aviez pas imaginé, une feature que vous imaginiez pas possible aussi, peut-être potentiellement. Moi, le truc qui m'a le plus, enfin dans mon domaine à moi, après Greg il parlera du sien, mais moi le truc qui m'a le plus intéressé, c'est qu'au départ, j'ai donc écrit des prompts pour essayer de créer des diagnostics, et j'avais pas de repère pour savoir si le diagnostic était bon. Donc j'ai commencé à me documenter sur savoir c'était quoi un bon diagnostic. J'ai commencé à donner du contexte à l'AI, et j'ai commencé à challenger les résultats de notre AI avec une AI. Et je l'ai fait en prenant des exemples réels. C'est-à-dire qu'on prenait par exemple un site, tu vois, tu prends Netflix, on crée un diagnostic pour Netflix, et on disait à l'AI, enfin moi je disais à l'AI, voilà, tu es le chef de projet de Netflix, tu fais un questionnaire en diagnostic dans ce contexte-là, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà ce que comment j'aimerais que tu raisonnes par rapport à ça. Et là, j'avais mon AI qui me disait, bah, ton truc, il est pourri, quoi, c'est du 5 sur 10. Ah, je dis, ah bon? Et pourquoi? Et il me disait pourquoi. Et j'ai dit, mais tu vois, moi, voilà mon prompt, dis-moi ce qui va pas dedans. Et il m'aidait à corriger. Donc, le côté itératif absolument extraordinaire où, en fait, tu peux challenger un marché via une AI, finalement, et de manière itérative, arriver à ce qu'on a aujourd'hui, qui est quasi du 9,5 sur 10, ça, je l'avais pas imaginé. Et du coup, ça m'a permis de gagner un temps considérable, qui était en fait d'affiner ce que j'avais fait, en utilisant les AI comme un guinea pig, en fait, tout simplement, comme un client, comme un marché. Et ça, je l'avais pas imaginé. Et ça, j'ai gagné un temps gigantesque. Alors, c'était beaucoup d'allers-retours, hein. J'ai des centaines de lignes, des milliers de lignes de conversation là-dessus, mais ça a été vachement utile. Parce que quand ça marchait pas, je savais comment le corriger. Donc ça, pour moi, ça a été tu vois, je me suis pas dit, je vais aller voir un client en disant, qu'est-ce que t'en penses? Je vais aller voir une AI en disant, dis-moi ce qui va pas. C'est très différent. Oh, pour répondre à ta question sur le feedback, ouais, on en a eu des feedbacks, pas qui m'ont surpris, mais qui étaient super intéressants. J'en ai eu un, par exemple, alors d'un rageux, comme quoi, tu vois, faut toujours aller chercher derrière les mots ce qu'ils veulent dire. Donc le mec euh, disait que l'application était complètement trouée, tu vois, qu'il avait pu récupérer des prompts et tout. Il avait raison parce qu'on n'avait pas du tout, j'avais pas du tout mis de sécurité dessus. On est plus ou moins en mode POC, tu vois, on l'a sorti très très tôt, l'app. On peut dire très 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 tôt. Parce qu'on pense, Pierre surtout, mais je le rejoins, on pense que plus on sort tôt, plus on a les feedbacks et plus on va pouvoir finaliser et faire l'app. En fait, c'est presque de la co-construction involontaire hein, des clients, mais qui nous donne des super directions. Donc ça, c'est, si tu veux, j'ai appris à me frotter. Moi, j'ai pas l'expérience que toi, t'as, Kylian, par exemple, sur le web. Donc, je pensais pas que les mecs pouvaient être aussi hardcore, hein, de dire, toi, t'es de la merde. Par contre, ce qu'il disait, c'était intéressant. On va appeler ça l'effet José, parce que le mec qui a envoyé ça, il s'appelle José, et nous, c'est devenu presque une expression. C'est bah, en fait, c'était super intéressant. Donc, premier feedback intéressant, la forme, bon, perfectible. Le fond était très intéressant. Et puis un autre feedback aussi sur l'usage de ScoreJam. On s'aperçoit, tu vois, si tu veux, avant, tu passais des semaines, voire des mois en labo, tu vois, à penser que ça va peut-être être ce que les clients veulent, etc. Alors même si tu fais, tu sais, de l'UX avec interview client, etc., quand même, tu te frottes pas à la réalité. Nous, on s'est frotté super tôt. Et je trouve que, tu vois, depuis quelques semaines, quelques jours, avec Pierre, on oriente de plus en plus le produit en fonction des retours clients. Je suis assez surpris de voir à quel point on était bon dans l'approche, dans la vision,
Mais il y a plein de trucs qu'on a loupés, qu'on jugeait pas très utiles et qui sont vus comme importants par nos clients. Puis tu l'as peut-être vu, je sais pas si tu allais le voir, mais il est complètement dégueulasse. On s'en fout pour l'instant qu'il soit en termes d'ergonomie super beau, etc. Il est utile et je pense que ce qui était le plus dur, mais de très très loin, c'est d'obtenir des questionnaires, des diagnostics qui soient vraiment fiables. Ça, on l'a. On va donc pouvoir maintenant itérer. Mais les retours clients sont super riches et super intéressants. On était avec un client il y a même pas une heure avec Pierre. C'était super intéressant. Et on fait une petite dédicace à José s'il nous écoute. José, merci à toi. J'aimerais qu'on finisse avec quelques questions, comme je le fais d'habitude, sur un peu la société, votre vision aussi de l'AI dans le monde, parce que bah, en fait ça a tellement impacté tous les penchants de la société tous les pendants, pardon, qu'il y a des vraies questions qui se posent. Euh, Premièrement, Pierre, parce que tu as eu, euh, je sais plus Grégory si toi aussi, mais cette longue expérience aux USA. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment deux camps entre les États-Unis où c'est innovation first, comme je dis souvent, et on verra pour la suite, advienne que pourra, et où l'Europe, on rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de régulations, comme d'habitude, avec les AI Act. Toi qui as vécu des deux côtés, un peu ton avis sur la question, où est-ce qu'on va, etc. Bon, je pense qu'il faut dissocier les errances gouvernementales européennes des errances gouvernementales américaines, si tu veux. Ça touche pas forcément l'activité économique telle qu'on l'imagine. Dans l'activité économique, il y a deux cases. Il y a les gens qu'on côtoie, nous, qui sont les techs, et on parle que de ça. Et donc, on s'excite très vite. Mais si tu veux, dans la vie réelle, les choses sont beaucoup, beaucoup plus lentes. Et elles sont lentes et aux US et en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les entreprises de technologie américaines sont bien évidemment bien meilleures qu'aujourd'hui les entreprises de technologie européennes en AI. On est bien d'accord. Là-dessus, il y a pas de discussion possible. Que donc ça crée une initiative qui est bien relayée par la tech américaine et aussi un peu quand même par la tech européenne. Donc ça, c'est le premier truc. Mais sur l'adoption de l'AI dans un contexte, on va dire, dans l'économie générale, dans une industrie, dans tu vois, une organisation, etc., etc., on n'y est pas encore. Les cas d'usage commencent à sortir, les gens commencent à l'utiliser. C'est plus de l'expérimentation aujourd'hui que des choses concrètes. On le voit vraiment dans la tech, ça commence à devenir vraiment concret dans la tech. Ça va devenir vraiment concret dans l'économie de masse très rapidement. Donc pour l'instant, je ne pense pas que l'Europe, sur son adoption de l'AI, soit particulièrement en retard dans l'économie générale par rapport aux Américains. Et je pense qu'elle ne le sera pas. Parce qu'il y a des contraintes concurrentielles qui font que, si tu veux pas mourir, tu es obligé de faire quelque chose avec. Et donc je pense que les gens qui gouvernent les grosses boîtes européennes ne sont pas des idiots et qui font ce qu'il faut aujourd'hui pour essayer de prendre cette vague du mieux possible pour essayer de pas mourir. Voilà ma réponse. Euh, sur, c'est aussi une question qu'on m'a beaucoup posée et j'étais au Taken Fest là, il y a quelques semaines et c'est une question qu'on posait beaucoup sur Mistral AI, l'adoption. Est-ce que pour vous deux, hein, ça pourrait vraiment devenir une option intéressante à l'avenir? Je sais que maintenant ils sont beaucoup réorientés dans les modèles beaucoup plus personnalisés, les SML, etc. Mais est-ce que ça peut vraiment devenir une entreprise d'AI importante dans le monde, vous pensez? Greg, je te laisse répondre, tu connais mieux que moi. Ouais, oui. En fait, je pense qu'ils vont pas compete dans le même secteur parce qu'on n'a pas la thune. Si on avait l'argent, tu sais, en termes de connaissances, compétences, t'as vu qui lead l'AI, même aux États-Unis, tu vois. Il y a beaucoup de Français, on a des compétences en ingénierie qui sont incomparables. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'argent. Et c'est clair que quand tu peux faire tourner tes modèles avec des dizaines, voire des centaines de milliards, et que de l'autre côté, le max que t'es, c'est plutôt des centaines de millions, ben, ça marchera pas. D'autant que entraîner une AI, c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait son coût. Donc, donc ils vont pas pouvoir lutter. C'est pas une question d'intelligence, de créativité.
de connaissances, c'est une question d'argent, point final. Et l'Europe n'existe pas. T'as la France, t'as l'Allemagne, mais on n'existe pas. Si on existait, je crois qu'on est la deuxième puissance financière du monde. Donc on a la thune, on pourrait mettre l'argent dedans, mais on le fera pas. Donc c'est un peu mort de ce côté-là. Pour ça, c'est intéressant ce que tu dis, Kylian, parler de SML, etc. Donc des petits modèles plus spécialisés. On commence à voir ça apparaître et pour tout te dire, je bosse sur un projet qui va faire appel à des SML. Là, il y a des trucs à faire parce que est-ce que tu as besoin d'avoir un LLM complet pour faire des trucs ultra pointus? Non, non. Prends un SML, refine-le et puis profites-en. Donc je pense que oui, il y a un avenir pour cette boîte. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que euh, Facebook, Google, tous, ils ont des centres AI en France. Pas simplement parce qu'on a le crédit impôt recherche, tu vois, c'est pas aussi parce qu'on a les ingénieurs. Je pense que le fait qu'on ait un champion européen, aussi petit soit-il, hein, comparé au OpenAI ou Anthropic, fait que il y a une espèce de goût en France pour l'AI qui monte. Et j'espère et je pense qu'il va y avoir d'autres boîtes qui vont se monter. D'ailleurs, il y en a qui sont super intéressants. Il y a un podcast qui est pas mal, qui est à la French, monté par notre ami Medjawi, Med, qui est super intéressant, très technique pour ceux que ça intéresse. Bon, il y a toujours Silicon Carnet, c'est un peu moins technique, mais c'est toujours aussi intéressant. Euh, je pense vraiment on a un atout, notamment en France par rapport au reste de l'Europe. On est quand même très très bon en tech. On n'aura pas la thune, donc il faudra qu'on trouve comme d'habitude. On va sortir, on a notre bite et notre couteau, donc on va voir comment on fait avec. Mais on a des trucs à jouer et je pense que ils montrent la voie. Il n'y a pas que, hein, dans le domaine de la voix aussi, on a des belles boîtes. Il y a des bons trucs à faire. Ouais, non, moi je suis optimiste pour la France, mais c'est vrai que ça devient un petit pays. Tiens, je pense qu'on peut pas compete avec les États-Unis, avec la Chine et l'Europe n'existant pas. Le jour où ça changera, hein. Et pour l'instant, ben, on peut faire que des petits trucs. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre voix, que notre voix ne pourra pas porter. Il y a des choses intéressantes. Tu vois, par exemple, en modèle d'OCR, reconnaissance de caractère, les algos de Mistral, ils sont très très bons. Donc, ouais, je pense que on a de l'avenir. T'as abordé la Chine, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, qui sont beaucoup plus spécialisés sur de l'open source. Même si on parle de questions techniques aussi un peu depuis tout à l'heure, mais j'aimerais, toi, avec ta vision un peu plus expert technique et tout, que tu puisses expliquer aux gens c'est quoi la vraie différence et les vrais bons usages entre l'open source, qui est beaucoup du côté chinois, mais qui est aussi du côté de Mistral, des modèles fermés comme il peut y avoir pour OpenAI ou autre. Ouais, sachant que tu as deux types d'open source, hein, open weight et open source pur, et c'est plutôt l'open weight. C'est-à-dire que il te file des modèles que tu peux refine, mais t'as pas tous les données d'entraînement pour y parvenir. Euh, En fait, la problématique que tu as quand tu utilises OpenAI ou Anthropic, c'est que tu nourris le monstre. À chaque fois que tu vas lui input du contexte, que tu auras des sorties, ben, il apprend. Et donc et tu l'améliores pas à tes dépens, mais n'empêche que tu vas dépenser de plus en plus. Donc au final, tu donnes ta compétence, tu donnes de la thune aux géants. Si tu utilises des modèles tels que les modèles chinois ou un gros leader de l'open source, en tout cas un chantre de l'open source, c'était Yann Lequin chez Facebook. Tu vois, quand il a monté FAIR, laboratoire en France, bah, il voulait faire l'open source. D'ailleurs, il y a des bruits qui courent qui disent que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a fallu qu'il parte parce qu'il en voulait plus de l'open source Zuckerberg. Donc il y en a aussi ailleurs qu'en Chine. Le gros avantage d'utiliser de l'open source, c'est que, enfin l'open source ou l'open weight, c'est que ton modèle, tu l'installes chez toi et la bête que tu nourris, c'est la tienne. Et ça coûte moins cher, hein. Problème, ouais, ça coûte moins cher en plus. Problème, elles sont un peu moins puissantes. Mais on en parlait juste avant, Kylian, avec les SLM et le fait que tu puisses spécialiser ton LLM, ça va devenir de plus en plus intéressant. D'ailleurs, tu vois, c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose sur OpenAI. J'espère qu'ils ont un avenir, eux. Parce qu'ils se font cramer par des anthropiques sur du travail spécialisé. Nous, les devs, je suis pas sûr qu'on se voit très nombreux à faire de l'OpenAI. Bon, encore qu'avec Codex, ça se renverse un peu. Et puis, avec l'avènement des modèles plus petits, euh, moins chers, moins consommateurs, et qui viennent de Chine
ou de France ou d'ailleurs, eh ben, tu vois, la place du LLM généraliste, peut-être qu'elle va se réduire de plus en plus, non? Je sais que moi, par exemple, même à titre perso, je suis passé sur Claude alors que je suis un utilisateur de base de OpenAI parce que c'est ce que j'ai connu en premier. Dis pas Euh, ça, t'es pas un opérateur, t'es un gros utilisateur, et je pense que t'es un expert maintenant dans ton domaine. Pour ça que t'es passé à Claude. Parce que Parce que tu te satisfais plus d'OpenAI. niveau rédactionnel, enfin moi je veux dire je fais quasiment que de la rédaction. Claude c'est hyper puissant et tout, mais du coup, enfin c'est une question que j'avais pas prévue, mais est-ce qu'il y a un pivot intéressant à aller chercher chez OpenAI aussi, qui peut peut-être à un moment s'opérer chez OpenAI ou autre, tous ceux qui font des LLM généralistes. Ouais, c'est compliqué, ils ont fait un pari qui est le pari du LLM, quoi. Ce que le Kuhn dit que c'est pas le bon pari. Ouais, Donc la Il a question, raison. c'est que on a, tu sais, souvent en technologie, c'est pas forcément tout le temps utile d'être le premier, surtout Hmm. dans des domaines où il y a beaucoup de recherche et beaucoup de tâtonnements. Donc, tu vois, Apple n'a pas beaucoup bougé. Ouais, Pourtant, c'est ils ce ont que je l'argent. Donc ouais. peut-être qu'ils vont se mettre à bouger et peut-être que ça ne sera pas des LLM. Donc la question, c'est est-ce que cette infrastructure qui a été mise en œuvre, est-ce que c'est la bonne? J'ai pas la réponse, évidemment, personne l'a aujourd'hui. Mais si c'est pas la bonne, bah, OpenAI aura levé quelques centaines de milliards pour pas grand-chose. Si c'est la bonne, ils ont un coup à jouer. Donc je sais Pour pas pas, c'est grand-chose. À la difficile. Netscape, Pierre, Oui, en oui, ça peut fait, être ça. ça a été un extraordinaire démarreur. Tu vois, le truc, ils ont initié un mouvement gigantesque que les autres n'arrivaient pas à initier. Donc, rappelons-nous de Netscape, hein, ces mecs-là sont incroyables. Ils ont inventé l'annuaire avec LDAP. Personne ne le sait, mais aujourd'hui, l'intégralité des sociétés dans le monde utilisent ce protocole. Ils ont inventé un vrai browser qui fonctionnait pour de vrai, puis ils se sont cassés la gueule. Ben, je suis pas sûr qu'OpenAI lui arrive pas la même chose. Mais n'empêche qu'ils ont été essentiels pour l'avènement de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et même, enfin, tu vois, pour essayer d'importer un peu de l'autre côté, mais je me dis, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui utilisent l'AI maintenant dans des domaines qui sont hors business et hors tout ça. Et là, à ce moment-là, avoir des modèles vraiment spécialisés, c'est peut-être pas la volonté de tout le monde. Peut-être qu'il y en a aussi beaucoup qui se disent, moi, je veux avoir un truc qui répond à toutes mes questions tout le temps et sur tous les sujets, et j'ai pas envie de Mais changer. est-ce que c'est ceux qui payent, Kylian? Est-ce que c'est ceux qui C'est ça payent? la question. C'est effectivement la question derrière. Mais pour continuer, et ça rejoint ce que disait, enfin ce que dit en partie Yann Lequin et ce que disaient aussi pas mal de gens au Tech Fest sur les GI. Beaucoup n'y croient pas. Malgré tout, il y a aussi beaucoup de patrons américains qui pensent que c'est pour bientôt. Moi-même, je sais pas vraiment comment me positionner. Je pense que vous avez peut-être des billes à nous apporter. Je sais pas quelle est votre vision sur la question. Ah, Bon, ce que je peux te vas-y, je te dire laisse bien. rapidement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je pense que il y a des patrons américains qui sont bullish sur les GI parce qu'ils ont levé de l'argent avec cette promesse. En disant, dans un an, dans 10 mois, dans 2 ans, nous aurons les GI. Et ils ont levé des milliards grâce à ça. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas se dédire en disant non, on ne l'aura pas. Donc il y a tout un côté un peu bizarre marketing qui est pas qui fluidifie pas la compréhension de la chose. Moi, ce que je peux voir, et c'est peut-être perso, mais je ne sais pas, c'est que en fait, on a toujours cru qu'il allait y avoir une exponentielle extraordinaire dans les AI. Tu vois, entre le chat 3, le 3.1, le 3.2, le 4, etc., c'est extraordinaire. Et le 5, ça a été la douche froide. Le 5 est arrivé avec des promesses extraordinaires et les gens l'ont utilisé en disant mais c'est pas si dément que ça. On croyait que ça allait être beaucoup plus dément que ça. Donc en fait, je pense que l'exponentielle se ralentit de manière assez forte. Est-ce qu'elle va atteindre un plateau ou pas? Je ne sais pas dire. Mais aujourd'hui, si tu veux, l'AGI, c'est pas aussi proche qu'on l'imaginait il y a 6 mois, il y a 10 mois ou il y a un an. Maintenant, je suis pas dans les petits papiers, hein, je suis pas chez DeepMind et chez tous ces gens-là, hein. Mais DeepMind, par exemple, le patron de DeepMind dit non, non, on est loin. Voilà. Moi, mon avis sur cette question, j'en ai deux. Premier avis, c'est les GI, j'en ai rien à foutre parce que je l'ai déjà. Ou plus précisément, qu'est-ce que c'est que les GI? Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression parfois, je discute dans la bagnole avec l'AI, si tu veux, je suis servi avec une simili-intelligence qui me satisfait totalement. Donc, euh, moi, je pense que les LLM, ils atteignent une asymptote. Il va y avoir, tu sais, il y a encore énormément de place pour les améliorations, hein, clairement.
mais c'est pas eux qui créeront cette AGI. Je pense que les world models, comme les préconise et les propose Lequin, c'est l'avenir. Pourquoi? Mais c'est tout con. Nous, l'être humain, pour pouvoir comprendre le monde, on a inventé le vecteur langue. Donc en fait, on voit, on ressent, on touche, et on exprime tout ça par des mots. T'as déjà une perte énorme par rapport à ce que tu vois. C'est très dur à définir des choses. Le goût umami chez les Japonais, je n'arrive toujours pas à comprendre, tu vois ce que c'est. Tu peux me l'écrire 2000 fois, je ne l'ai pas vécu. Or, c'est ce qu'on utilise pour entraîner les LLM. Comment veux-tu qu'ils comprennent le monde s'ils passent déjà par une interface? T'es mort. Ce que dit Lequin, c'est exactement ça. Il faut qu'on mette au point des capteurs de toucher, d'odeur, c'est de la chimie hein, après tout, et pour que enfin on ait des intelligences artificielles qui progressent. Donc pour moi, le LLM n'a aucune chance de parvenir à ce qu'on appelle l'AGI. Mais une fois de plus, je m'en fous. Aujourd'hui, j'ai un tel niveau de puissance de ces AI que enfin, je sais pas, tu vois, où est la limite. Je pense que la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est pas celle-là. Je pense que la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est combien de temps avant que les robots marchent à côté de moi sur le trottoir. Et il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose, je suis d'accord. La robotique va énormément bénéficier par les AI et ça va être assez spectaculaire, je pense. Complet. Et le dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est un peu lié en fait à tout ça. Et vous qui côtoyez l'AI au plus proche et qui l'utilisez souvent, est-ce que ça vous fait peur à un moment ou à un autre? Que ce soit pour vos métiers, certes, mais même dans des travers que ça pourrait avoir pour le futur. Vas-y, Greg, je te laisse commencer. Euh, oui, il y a de quoi avoir peur. Mais je te pose la question. Mes études, c'est nucléaire et mécanique quantique. La bombe, elle te fait peur en tant que telle? Ou l'usage potentiel qu'on peut en faire te fait-il peur? Oui, ça fait peur. Parce que la puissance de l'intelligence artificielle, elle va reposer sur tout ce qu'on fait, ce qu'on va lui faire faire, etc. Euh, Si rapidement on décide pas d'énoncer les trois principes d'Asimov pour l'intelligence artificielle, euh, potentiellement elle pourrait nous échapper. Enfin, tel que je le vois, tu vois, je me gourre une fois sur deux, donc je pense que peut-être que je me gourre là, mais pas comme on l'imagine en science-fiction, tu sais, où elle prend le commandement de tout, elle nous extermine. Mais tu peux en faire des usages qui sont extrêmement dangereux et délétères pour la race humaine. Donc, je pense que ce qu'avait vu Asimov avant beaucoup d'autres, contraindre, tu vois, c'est le mot. Pour avoir un maximum de liberté, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à contraindre l'AI. Donc oui, oui, elle fait peur, mais c'est chouette. C'est pas parce que tu as peur qu'il faut pas y aller, au contraire, fonce. Et casse tout, et puis tu verras après, on sera capable de réparer. Mais je pense qu'il faut qu'on soit conscient que oui, à un moment donné, potentiellement, il va quand même falloir qu'on réfléchisse à mettre deux, trois règles en place. Mais on a le temps pour l'instant, vas-y, casse tout. Enfin, il n'y a pas trop de danger dans les mois et les années qui viennent. À part ce qu'on vit déjà, tu sais, les fakes, tout ce qui est fake, ça, on en pâtit déjà. Mais tu sais, hein, il n'a pas fallu l'AI pour qu'on arrive à faire des fausses photos. Hein. Les Russes étaient très forts pendant la Seconde Guerre mondiale pour arriver à faire ça. Donc voilà, soyons vigilants, on sait à quoi s'attendre. Fonçons, fonçons. Nous, on est trop lourd en France et trop lourd en Europe de manière générale. C'est oh attention, ça pourrait faire ça. Ouais, ça pourrait faire ça, mais ça t'empêche pas de le tenter. Fonce, on verra après. Et je le dirais, tu vois, moi je connais pas trop les États-Unis, je suis pas aussi expert des États-Unis que Pierre, mais la vision que j'ai en tant que Français, c'est aux États-Unis, ils cassent et ils voient après. En France, on dit on va pas faire, on sait jamais. Ben non, on sait jamais. Les autres, ils vont savoir pour toi, t'inquiète. Donc faut qu'on y aille à fond. Mais oui, effectivement, je pense il faut qu'on ait peur et c'est bien. Hein, la peur n'évite pas le danger, il faut qu'on fonce. Quand tu sautes d'un avion en parachute pour faire de la chute libre, t'as peur, mais c'est génial. Bah là, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a les deux extrêmes. Il y a le côté enthousiasmant de l'AI où tu peux te dire on va régler des problèmes du climat, par exemple, on pourra faire des choses absolument extraordinaires. Médicalement, je pense que ça ouvre des perspectives fantastiques. Donc là-dessus, on ne peut que s'enthousiasmer là-dessus. Mais comme toute technologie, si elle est exploitée de manière maligne, ben, tu peux avoir des choses à l'extrême inverse qui sont très préoccupantes.
Si les gens font des bombes biologiques facilement, si les gens font, tu vois, des choses, on va dire, qui étaient plutôt cachées, qui deviennent un peu non cachées, et que tu as un esprit malin qui l'utilise, ça peut faire très peur. Donc moi, je pense que il faut avoir un enthousiasme pour le potentiel, il faut avoir une certaine rigueur pour ce qui pourrait être détourné à des fins, à des fins destructrices. Et là, je pense qu'il faut réguler. Je pense que là, il faut qu'on dise non, non, on n'a pas le droit de. Il y a des choses qu'on ne doit pas pouvoir faire avec les AI aujourd'hui. Parce que sinon, bah, tu mets entre les mains de gens hyper dangereux des trucs extrêmement dangereux. Donc oui, c'est inquiétant. Je pense que c'est vrai dans tout, quoi. Il faut être enthousiaste et méfiant à la fois et faire les deux en même temps. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces discussions. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à aller voir Score Jam et à faire du feedback. La dernière chose que je demande à tous mes invités, c'est une question très rapide. C'est est-ce que tous les deux, vous auriez une personne à me recommander pour que je devrais interroger, qui est intéressante pour vous? Comme tu es un peu dans la tech, moi je vais t'en donner un. C'est Martin et Chloé qui font Builder Factories. C'est des gens qu'on entend peu et qui sont un peu le nouveau The Family du système. Et je pense que tu devrais les interviewer parce que c'est des gens qui font des trucs bien et qui sont utiles à l'écosystème français. Voilà ma recommandation. Moi, j'en ai un, voire deux. Mehdi Djabri, c'est un Français qui est parti aux États-Unis, qui a lancé une startup basée sur l'AI, Revo, et il déchire tout. On n'en parle pas beaucoup. Et il est très intéressant sur ces sujets. Exact. Mec super en plus. Parfait, super. Je retiens et pour les personnes qui nous écoutent, elles vont voir aussi, du coup, ça leur fait un peu de pub au passage. Merci beaucoup, les amis, pour ces 1h10 de discussion. Et j'espère que ça Avec aura plu plaisir. à les gens. Merci Kylian Merci à toi, pour Kylian. ton temps.